Aegon Targaryen, fils d'Aerion, sire de Père Dragon, s'apprête à marquer l'histoire. Alors que l'antique cité de Valyria vient de subir un fléau, l'héritier de la maison du dragon tourne pour la première fois son regard vers l'ouest. À cette époque reculée, Westeros était déjà séparé en 7 royaumes bien distincts. Les Stark de Winterfell au nord, les Arryn dans les montagnes du Val, les Lannister dans les riches terres de l'ouest, les Jardiniers dans le Bif et les Martell dans les déserts du sud. Mais les plus proches voisins de la maison Targaryen se trouvaient alors être également les plus belliqueux de tous, Arryn le Noir et Argilac l'Arrogant. Dans un lointain passé, la maison du Randon régnait sur une part importante de Westeros. Mais depuis quelque temps déjà, son territoire était petit à petit assiégé par ses envieux voisins. Arryn, de son côté, était un ferné. Son territoire s'étendait des îles de fer aux conflans. Et sa nouvelle forteresse d'Harrenhal lui garantissait à coup sûr une dynastie longue et prospère. Ces deux dernières maisons se livraient une guerre sans merci et se sachant plus menacées que jamais, Argilac prend le premier le contact avec Aegon Targaryen afin de nouer une alliance en lui proposant notamment au passage la main de sa propre fille ainsi que des terres dans le Conflent. Malheureusement pour lui, Aegon avait déjà 2 épouses. En effet, celui-ci avait dans la pure tradition valyrienne épousé ses 2 sœurs, Visenya par devoir et la plus petite, Rhaenys, par amour. De ce fait, Aegon ne pouvait que refuser sa requête, et quant aux terres que lui proposait le seigneur de l'orage, celles-ci appartenaient désormais à Arryn le Noir, et il n'était donc nullement en mesure de lui proposer en échange. Néanmoins, cela n'empêche pas Aegon de faire une contre-proposition en estimant qu'il pourrait accepter les terres dans le Conflent, à condition que ce pacte soit scellé avec le mariage de la fille du seigneur du Randon et de son ami Orys Baratheon, qui était également le demi-frère bâtard d'Aegon. Mais la réaction du seigneur Westerosi n'est pas celle escomptée. Celui-ci prend comme une insulte l'offre qui lui est faite, refusant que la main de sa fille revienne à celle d'un bâtard. Il fait donc trancher les mains de l'émissaire avant de les renvoyer à l'expéditeur en l'informant que c'étaient les seules mains qu'il lui donnerait. Par cet acte, Argilac se condamne à devoir affronter le courroux du dragon. Aegon convoque alors ses plus fidèles sujets ainsi que ses bannerets, et parmi eux, nous pouvons bien sûr compter sur les Vélarions de Lamarck, les Celtigars de Pincil et quelques autres petites maisons. 7 jours plus tard, une nuée de corbeaux finit par jaillir des tours de Père Dragon, volant vers les différentes seigneuries afin de porter la parole d'Aegon. À compter de ce jour, Westeros n'aurait plus qu'un seul souverain, et il convenait que chaque seigneur ploie le genou devant les Targaryens pour conserver ses titres, car quiconque oserait prendre les armes serait jeté à bas, humilié et anéanti. Lorsqu'Aegon et ses sœurs accostent dans la baie de la Nera, ils sont tout au plus accompagnés par près d'1 millier de combattants. Le seigneur Targaryen s'établit sur la plus imposante des 3 collines qui bordent le rivage et y fonde une première fortification qu'il nomme Fort Aegon. Dans le même temps, il envoie ses sœurs s'assurer de la capitulation des châteaux environnants. Le premier véritable défi auquel doivent faire face les Targaryens intervient lorsque les maisons de Sombreval et de Viergétan s'unissent et se mettent en marche avec près de 3000 soldats pour bouter les envahisseurs en dehors de leur contrée. Aegon ordonne donc à son champion, Orys Baratheon, d'aller à leur rencontre de face, tandis que de son côté, il fonderait sur leurs adversaires depuis les cieux grâce à sa formidable monture Balerion, le dragon surnommé la Terreur Noire. Autant dire que le suspense est de courte durée, et que les 2 seigneurs périssent au cours de la bataille. Heureusement, leur fils décide de ployer le genou et de jurer allégeance aux Targaryens. Aegon réunit alors autour de lui les différents seigneurs bordant le territoire de Fort Aegon, et il les fait ployer le genou avant de se relever, puis de les confirmer dans leurs terres et leurs titres. Il en profite également pour accorder de nouveaux honneurs à ses plus anciens partisans, comme Daemon Velaryon ou Orys Baratheon,
Il désigne comme étant son bouclier, son défenseur, sa robuste main droite. Ce qui fait que de nombreux maîtres estiment aujourd'hui que l'ami le plus proche d'Aegon est la première main du roi. S'ensuit directement le premier couronnement d'Aegon lorsque sa sœur aînée Visenya place sur sa tête un diadème en acier valyrien incrusté de rubis, et que la reine Rhaenys le déclare comme Aegon Ier du nom, roi de tout Westeros et bouclier du peuple. Les seigneurs accueillent de vive voix cette heureuse nouvelle, mais ce sont bel et bien les petites gens qui crient le plus fort. Pour autant, la conquête n'allait pas en rester là. Il restait encore énormément de travail à Aegon et il remet donc ses armées en marche. La plus grosse part de son host traverse la Nera sous le commandement d'Orys Baratheon, accompagné par Rhaenys et son dragon Meraxes. La flotte serait quant à elle menée par le seigneur Velaryon et la reine Visenya sur son dragon Vhagar, et il prendrait la direction du Val. Tandis que de son côté, Aegon marche vers Harrenhal, la gigantesque forteresse d'Arène le Noir. Où qu'elles aillent, les trois armées doivent subir une intense opposition. Que ce soit dans les eaux au large de Goéville, où la flotte Arryn associée à des navires braviens coule un tiers de la flotte targaryenne, tuant au passage Daemon Velaryon. Une bien mauvaise opération pour la Maison du Dragon, du moins jusqu'à ce que Visenya ne fonde sur leur adversaire grâce à Vhagar, ce qui rétablit l'équilibre des forces. Mais les Targaryens ne sont pas les seuls à subir de multiples déconvenues. Leurs adversaires aussi doivent faire face à de multiples révoltes ou soulèvements, que ce soit de la part de pirates ou de rebelles. Quoi qu'il en soit, Aegon poursuit sa marche dans le Conflent, où de nombreux seigneurs locaux, à commencer par Edmund Tully de Vivzeg, se joignent à sa troupe sans sourciller. Ceux-ci étant particulièrement enthousiastes à l'idée d'enfin se défaire de la tyrannie d'Arène le Noir, qui les avait tous appauvris, seigneurs comme civils. Subitement, le seigneur du Conflent se retrouve en infériorité numérique et se réfugie logiquement à l'intérieur de sa forteresse. Lorsque l'host d'Aegon lui fait face, une discussion peut s'amorcer. Le dragon targaryen lui propose une nouvelle fois de se rendre, lui permettant ainsi d'obtenir une sortie honorable, lui garantissant notamment de pouvoir toujours disposer de ses terres. Ce qu'Arène refuse purement et simplement, persuadé qu'il est que sa forteresse pourra faire face à n'importe quel assaut, y compris celui d'un dragon. Ce à quoi Aegon réplique qu'au coucher du soleil, la lignée d'Arène le Noir prendrait fin. Et tandis que le seigneur du Conflent festoie dans son donjon, Aegon Targaryen s'élève dans les cieux sur sa monture draconique avant de plonger subitement sur la forteresse, crachant un feu si fort qu'il finit par faire fondre les pierres du château. Arène et tous ses fils périssent cette nuit-là. La victoire désormais acquise, Aegon nomme Edmund Tully comme suzerain et gouverneur du Conflent. Le roi Targaryen s'assure également que toutes les épées des vaincus soient récupérées et envoyées à Fort Aegon pour l'un de ses futurs projets. Du côté des terres de l'orage, les choses ne se révèlent pas aussi simples. Les vassaux étaient beaucoup plus loyaux que ceux du Conflent et la persévérance d'Argilac Durandon absolument sans limite. D'autant plus que celui-ci avait été mis au courant du sort réservé à Arène le Noir. Et désormais conscient qu'il devrait lui aussi faire face à un dragon, en l'occurrence celui de Rhaenys Meraxes, il était hors de question qu'il meure dans son château sans combattre. C'est pour cette raison qu'il fait sonner l'ordre de marche et que son armée se met en route. Grâce à Rhaenys qui survolait les terres de l'orage, Orys est rapidement mis au courant de l'activité ennemie. Il fait donc positionner ses troupes dans un lieu qui leur donnerait l'avantage, étant donné que les forces de Durandon leur seraient au moins 2 fois plus nombreuses. Le matin même de l'affrontement, une pluie intense s'abat sur le champ de bataille, faisant véritablement honneur au nom porté par ces terres. Les armées s'observent quelques instants, mais Argilac refuse d'attendre plus longtemps. Ses troupes étaient 2 fois plus nombreuses, et du côté des chevaliers, la côte était à son avantage de l'ordre de 4 contre 1. La charge est alors lancée et la bataille s'éternise même dans la nuit. Et bien qu'Argilac mène à 3 reprises des charges héroïques sur les positions adverses, le terrain boueux ne lui permet jamais de briser les lignes. Du moins, c'était sans compter sur l'avancée de ses piquiers qui parviennent à prendre par surprise les troupes d'Orys
qui petit à petit finissent par perdre du terrain, si bien qu'il ne leur restait désormais plus qu'une seule colline à tenir. Mais une fois encore, le sort de la bataille est résolu grâce au dragon. Et bien qu'il soit cette fois-ci au sol, cela n'empêcherait pas celui-ci de tailler en pièces ses ennemis ou bien de les engloutir dans un torrent de flammes. Finalement, Orys se décide à offrir une dernière chance à Argilac en lui proposant un combat singulier. Et bien que l'on dise que les deux hommes se rendirent coup pour coup, Orys sort logiquement vainqueur de ce duel, qui permet néanmoins à son adversaire de partir de la manière qu'il l'avait toujours souhaité. La victoire était donc acquise pour la main du roi, mais les terres de l'orage n'étaient pas encore sous son joug. Dans la forteresse d'Accalmie, la fille et héritière d'Argilac s'était retranchée et prétendait qu'elle et ses sujets se battraient jusqu'à la mort. Malheureusement pour elle, les échos du sort d'Arenol leur étaient déjà parvenus, et les sujets sur lesquels elle pouvait compter la livrent le matin même, nue et enchaînée. Assez curieusement, Orys s'empresse de la prendre sous son aile, la détache lui-même et lui offre son manteau, et en l'honneur de son père, tout juste décédé avec grande bravoure, il lui propose d'adopter les armes et la devise de la maison Durandon et de la prendre pour épouse, ce qu'elle accepte. Orys Baratheon est alors nommé gouverneur des terres de l'orage et seigneur d'Accalmie. La moitié de Westeros était désormais sous le joug des Targaryens, et les seigneurs restants se doutaient bien que leur tour n'allait pas tarder à venir. La reine Shara du Val se réfugie dans sa forteresse des Airiers en expédiant au passage l'une de ses armées à la Porte Sanglante. Mais elle, dont on disait qu'elle était la fleur de la montagne, fait envoyer l'un de ses portraits à Aegon, lui proposant de devenir son épouse, à condition qu'il désigne son fils, Ronel Arryn, comme héritier. Mais on ignore si Aegon put répondre à cette proposition. Dans l'ouest, les deux grands rois Lannister et Jardinier font cause commune et conduisent l'armée la plus impressionnante jamais vue. Forte de 55 000 soldats, dont plus de 600 seigneurs et près de 5 000 chevaliers, ceux-ci prennent rapidement la route et Aegon fait de même de son côté alors qu'il commandait un host 5 fois moins nombreux que celui de ses adversaires. Mais rien ne pouvait effrayer un dragon. Lorsque l'heure du combat se présente, Aegon fait installer ses piquiers en un simple croissant et attend. Le terrain n'était clairement pas à son avantage, et la cavalerie adverse aurait le champ libre pour annihiler son armée. Cependant, la terre était sèche, très sèche, et la pluie ne risquait pas de tomber. Conscient de leur force, le roi Mern IX et ses fils, accompagnés du seigneur Lannister, chargent sans hésiter sur leurs adversaires, tandis que le gros de leurs troupes essaye de prendre en tenaille l'armée d'Aegon. Le centre tombe rapidement sous les coups de la cavalerie renforcée des armées de l'Ouest et le sort de la bataille aurait déjà pu être décidé. Mais c'est à cet instant précis qu'Aegon et ses sœurs font irruption des cieux pour que leurs dragons déchaînent les enfers. Balerion baignait de flammes ses adversaires, tandis que Meraxès et Vhagar se chargeaient d'entourer de flammes l'armée adverse. Attisé par la sécheresse locale et se nourrissant de l'herbe sèche, le feu ne fait que s'amplifier, si bien que le cours de la bataille qu'on appellerait plus tard la bataille des champs de feu se retourne complètement contre les défenseurs. Près de 4000 soldats meurent dans les flammes, y compris le seigneur jardinier et l'ensemble de ses héritiers. Loren Lannister, de son côté, parvient à échapper aux flammes, mais il est rapidement rattrapé et accepte de ployer le genou. Fidèle à sa promesse, Aegon le fait relever et le confirme dans sa position de suzerain de Castral Rock et des terres de l'Ouest. Du côté de Haut-Jardin et de la maison Jardinier, Aegon se précipite sur place à dos de Balerion et il ne trouve sur les lieux que l'intendant, un dénommé Harlan Tyrell, qui accepte de lui remettre le château. Pour le récompenser, Aegon lui confie Haut-Jardin ainsi que tous ses domaines. Les cités de Villevieille, de Latreille et enfin d'Orne étaient la suite logique de la conquête d'Aegon. Mais alerté par l'arrivée massive de près de 30 000 Nordiens, il se précipite à leur rencontre, alertant au passage l'ensemble de ses forces, les enjoignant à le rejoindre. Lorsque la rencontre se produit, l'armée de Torrhen Stark doit faire face à un host une fois et demie supérieur au sien. Et ce,
sans compter sur la présence dans le ciel de 3 énormes dragons. Alors que l'ensemble des bannerets du seigneur nordien l'enjoignent à combattre, persuadé que la valeur des hommes du Nord n'était plus à prouver, Tauren, de son côté, préfère prendre la difficile décision de ployer le genou, acceptant la supériorité de son interlocuteur. Tauren met ainsi son ego de côté, quitte à se faire surnommer plus tard le roi qui s'agenouilla, mais aucun Nordien n'aurait eu à subir le courroux du dragon. Et pour la première fois, les épées qu'Aegon récupère chez ses vaincus ne sont ni tordues, ni fondues, ni coudées. Aegon reprend alors la route du sud, et notamment de Villevieille, tandis que Visenya est de nouveau envoyée dans le Val, où elle survole les différentes forteresses et se pose directement dans la cour intérieure des Airiers. Lorsque Shara Arryn se présente à elle, elle n'y trouve que son fils, assis sur les genoux de la reine Targaryen, en train de contempler l'immense dragon. La seule requête du petit roi est de pouvoir voler à dos de dragon. Les deux reines s'échangent quelques paroles et quelques sourires avant que Shara ne prenne la décision de livrer couronnes et épées de son royaume à Visenya. C'est ainsi que le Val est amené dans le royaume d'Aegon. Rhaenys, de son côté, avait pris la route des déserts dorniens, où la tâche allait s'annoncer nettement plus difficile. Partout où elle se rendait, ne se trouvaient que des femmes, des enfants et des vieillards. Tous les seigneurs dorniens avaient disparu. Elle se rendit alors à Lancélion, où elle trouve enfin la princesse de Dorne, Meria, aussi surnommée le Crapaud Jaune. Une discussion peut avoir lieu, et la maîtresse des lieux fait clairement comprendre à son interlocutrice que les Targaryens et leurs dragons n'étaient pas les bienvenus en terre dornienne. Ce à quoi Rhaenys réplique que la prochaine fois qu'il viendrait, ce serait avec feu et sang. Et effectivement, les Targaryens reviendraient, mais ce serait à leurs risques et périls. Du côté de Villevieille, la plus grande cité de Westeros, Aegon est reçu plus chaleureusement par le seigneur Hightower et par le grand Septon, tous deux prêts à ployer le genou après avoir prié pendant une semaine pour déterminer quel choix ils devraient faire. 7 jours plus tard, le grand Septon lui-même accepte d'avoir Aegon comme suzerain et le couronne avant de le proclamer roi des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, seigneurs des 7 couronnes. Des dizaines de milliers de personnes assistèrent à ce nouveau couronnement et au défilé d'Aegon sur le dos de Balerion dans les rues de Villevieille. Cette date est alors majoritairement reconnue comme le commencement du règne d'Aegon. Les 7 couronnes de Westeros étaient désormais soudées en un seul et grand royaume de par la volonté de Rhaenys et Visenya Targaryen et d'Aegon le Conquérant. Dans l'ensemble, le règne de celui-ci serait essentiellement pacifique. Après tout, les différents seigneurs avaient déjà pu voir de leurs yeux de quoi étaient capables les dragons. Et ils étaient également au fait de qui était leur nouveau roi. Car même si celui-ci pouvait se montrer indulgent envers les sujets qui ployaient le genou, il pouvait également être impitoyable envers ceux qui se soulèveraient contre lui. Mais bien qu'on le surnommait le seigneur des 7 couronnes, il y en avait toujours une qui manquait à sa collection, la couronne dornienne. La fin de la conquête laisse donc la place à une période qui serait surnommée ensuite les guerres du dragon, qui comptèrent parmi les plus cruels et sanglants conflits qu'ait jamais dû traverser Westeros. Pour commencer, le roi Targaryen doit faire face à une révolte des seigneurs des 3 sœurs qui déclarent leur indépendance, ce qui le pousse à ordonner au gouverneur du Nord d'envoyer une armée pour mater la rébellion. Il suffit simplement à la flotte de pointer ses voiles à l'horizon et surtout de faire défiler Visenya sur Vhagar dans les cieux pour que les habitants perdent leur vaillance. Le nouveau seigneur doit dès lors ployer le genou et rejurer fidélité aux Airiers avant d'envoyer des otages à ses nouveaux suzerains. À l'ouest, les îles de Fer étaient plongées dans le chaos et l'anarchie, après la disparition de la maison Chenu qui régissait la région lors du désastre d'Harrenhal. Un lointain parent de cette même famille se déclare dès lors comme seigneur légitime, mais sur l'île de Viewwick,
Certains seigneurs n'acceptent pas cette nomination et couronnent quant à eux un dénommé Lodos, qui se proclamait comme étant le fils vivant de leur dieu noyé. De nombreux autres prétendants se lèvent dans l'année qui suit, et ils ne font que s'entretuer avant que la couronne ne se décide enfin à intervenir pour ramener l'ordre. En effet, en l'an 2 après la conquête, Aegon fonde sur les îles de Fer grâce à Balerion, en étant accompagné par plusieurs flottes de guerre des cités côtières, telles que Latreille ou Port-Lanis. Les Fernés, quant à eux, ne peuvent pas faire grand-chose face à une telle armada, et au contraire, ils sont plutôt nombreux à saluer l'arrivée du roi. Un prétendant doit quand même périr de son épée, et Lodos, quant à lui, se jette à corps perdu dans les eaux, prétendant qu'il allait demander conseil à son père, et il est également suivi par des centaines d'adeptes, dont on finit par découvrir les cadavres gisant sur les côtes de Vieux-Wick. La question des prétendants illégitimes était maintenant réglée, mais il fallait désormais déterminer qui devait régner sur les îles de Fer. Le roi écoute alors toutes les propositions. Certains suggéraient de les placer sous la tutelle de Castral Rock, qui se trouvait à l'horizon de leur contrée, mais d'autres imaginent qu'ils pourraient être placés sous la gouvernance d'Aeteli, qui avait remplacé la maison Chénu. Certains osent même imaginer les placer sous la tutelle de Winterfell. Puis le roi peut prendre sa décision. Il allait laisser le choix aux locaux de choisir leur propre suzerain, ce qu'ils font en désignant Lord Vicon Greyjoy. Cette affaire réglée, toute la partie sud de Westeros en dessous du mur était à présent pacifiée, à l'exception de Dorne. C'est alors la nouvelle destination du dragon. Il tente d'abord de les convaincre par la parole en envoyant toute une délégation de seigneurs et de maîtres, mais les discussions qui s'étalent sur plus d'une année ne sont pas probantes. Cela laisse donc la place à la première guerre dornienne, qui débute en l'an 4 après la conquête. Comme elle l'avait formulé auprès du crapaud jaune de Dorne, Rhaenys fait son retour avec feu et sang, en chevauchant Meraxès et en s'attaquant aux villes côtières, de façon à ce que la fumée soit bien visible jusqu'à Lancélion. Ailleurs, une troupe à pied de 1000 chevaliers se met en marche sous la bannière d'Orys Baratheon, tandis qu'Aegon lui-même commande un host de 30 000 soldats, ce qui, d'après le seigneur Tyrell, devrait largement suffire pour écraser n'importe quelle armée dornienne, et ce, sans compter sur la présence d'Aegon et surtout de son dragon. Mais pourtant, quand l'heure de la confrontation se présente, les Dorniens semblent avoir disparu. Ceux-ci cherchent à tout prix à éviter n'importe quel type de bataille rangée. Lorsque l'armée d'Aegon avance, ceux-ci reculent, en brûlant tout sur leur passage, ne laissant que des champs et des récoltes incendiées à leurs envahisseurs. La situation devient de jour en jour plus complexe. Aegon divise donc son host en deux, une partie qu'il commanderait lors du siège de la forteresse de Touche au Ciel, et une autre commandée par Lord Tyrell qui irait assiéger le Cirque d'Enfer. Mais les conditions climatiques sont toujours plus difficiles à supporter, et ce malgré l'automne. Les déserts sont toujours aussi chauds, et comme si cela ne suffisait pas, chaque point d'eau avait au préalable été empoisonné. Peu à peu, les chevaux, les armures commencent à tomber. Si bien que lorsque Lord Tyrell se présente aux portes de d'Enfer, il a déjà perdu un quart de son armée. Mais une fois sur place, il ne trouve qu'une immense forteresse vide. Du côté d'Orys Baratheon, son sort n'est guère plus heureux. Celui-ci tombe dans une embuscade de l'armée dornienne qui coûte la vie à l'entièreté de son host. Seul lui et une douzaine de seigneurs sont épargnés, bien qu'on leur tranche à chacun leurs mains d'épée pour que plus jamais ils ne puissent lever les armes contre Dorne. Ils sont ensuite confiés à Will, le seigneur sauvage des montagnes, que l'on surnommait l'amant des veuves. Heureusement, le roi Aegon rencontre plus de succès dans son avancée en s'emparant de Touche au Ciel ainsi que Férugier, mais également de Spectremont. Lorsqu'il rejoint sa sœur à Lancélion, Aegon trouve lui aussi une ville totalement abandonnée, où les rares habitants encore présents affirment ne rien savoir de la destination du crapaud jaune et de sa suite. Quoi qu'il en soit, Aegon se considère déjà comme le grand vainqueur. Il fait réunir tout le petit peuple présent et se présente comme leur nouveau roi, en plaçant comme nouveau régent de Lancélion Lord Jon Roseby, et de nombreux intendants sont dépêchés dans toutes les forteresses.
Mais à peine les dragons furent-ils rentrés à Port-Réal que Dorne s'embrasa. Tous ceux qui avaient disparu rejaillirent et récupérèrent leurs biens en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et les hommes qu'avait laissés Aegon sur place sont tous passés au fil de l'épée. Le seigneur Roseby, quant à lui, est tout simplement jeté d'une fenêtre d'une haute tour par la princesse Mérya en personne. Et quant au seigneur Tyrell et à son hoste qu'Aegon avait laissé derrière lui, tous disparurent sans laisser de traces dans les dunes rouges où ils avaient pu donner pour la dernière fois un signe de vie. Le royaume entre alors dans une succession d'atrocités, de raids et de représailles plus horribles les unes que les autres. Ce n'est qu'en l'an 7 qu'Orys et les autres seigneurs sont restitués contre leur poids en or. Et en guise de représailles, Aegon fait plonger Balerion sur les forteresses dorniennes en calcinant plusieurs, sans que cela ne produise aucun réel changement à leur situation, ceux-ci abandonnant les lieux et se réfugiant dans les grottes dès qu'un dragon se rapprochait d'un peu trop près. Ce même type d'action est reproduit à de multiples reprises dans les années qui suivent, jusqu'à ce que la tragédie ne se produise. En menant un raid sur d'enfer, Meraxes, le dragon de Rhaenys, est atteint par une flèche qui lui transperce l'œil. Le dragon s'écroule et sa dragonnière plonge avec lui vers leur funeste destin. Bien que certains osent dire qu'elle aurait été capturée puis torturée pendant des semaines avant de trépasser dans un cachot. Nous ne saurons probablement jamais la vérité, mais une fois cette nouvelle portée à ses oreilles, en l'an 10 après la conquête, Aegon revient plus enragé que jamais et durant 2 années complètes, chaque forteresse de Dorne est incendiée à 3 reprises. Et plusieurs seigneurs dorniens sont assassinés suite aux primes offertes par le trône de fer. Dorne était désormais un énorme désert fumant, abîmé par la famine, la peste et les épidémies. Mais la devise de la maison Martell avait été respectée. Les Dorniens étaient insoumis, invaincus et intacts. Quoi qu'il en soit, et aussi robuste fut-elle, la princesse Mérya Martell finit par lâcher son dernier soupir en l'an 13 après la conquête, et son successeur, le prince Naemor, n'était quant à lui pas friand d'autres massacres, et il envoie rapidement une proposition de paix à Port-Réal avec sa fille comme émissaire. Celle-ci en profite pour remettre à Aegon une lettre dont on ignore encore le contenu. Mais ce qui est certain, c'est que le jour suivant, Aegon accepte sans condition la proposition du seigneur dornien. Le conflit prenait enfin son terme, mais les rancunes persisteraient parmi les familles ayant été touchées par celui-ci. Mais peu importe, les guerres dorniennes seraient le dernier conflit du roi Aegon. Et bien qu'il soit connu pour son talent militaire, celui-ci était également un brillant politicien. Et intéressons-nous maintenant à cet aspect primordial de son règne. Aegon régnait sur Westeros depuis son tout nouvellement forgé trône de fer, conçu à partir du feu de son dragon Balerion et des épées de ses ennemis vaincus. Après avoir conquis tout le continent, le gros du travail allait consister à réunir toutes ces différentes régions. Aegon s'efforce alors de toujours avoir à ses côtés des hommes et même quelques femmes venus de tous les coins de Westeros. Les familles étaient incitées à envoyer leurs fils et filles dans la capitale pour qu'ils puissent être témoins de la justice du roi et qu'ils puissent grandir dans un sentiment d'unité du royaume dans son ensemble. Et de la même manière, de nombreux mariages sont arrangés par-delà les frontières pour que les alliances ne se limitent plus aux régions, et de cette façon, et pour ne citer qu'un seul exemple, le jeune suzerain des Airiers peut ainsi prendre pour épouse une fille de Torrhen Stark, gouverneur du Nord, ce qui renforce les liens des différentes maisons. Concernant les décisions qui devaient être prises pour le royaume, et bien que le choix final revenait à Aegon, celui-ci pouvait toujours compter sur ses sœurs pour le conseiller. Et alors que le roi souhaitait faire de Port-Réal la capitale de son royaume, celui-ci ne passait qu'un quart de son temps sur le trône de fer qu'il laissait à l'une de ses sœurs en son absence, celui-ci se rendant autant de jours et de nuits qu'il ne passait sur le trône dans sa forteresse d'origine de Père Dragon. Mais Aegon était également reconnu de par ses nombreux voyages dans toutes les cités de son royaume, menant régulièrement sa cour d'un château à un autre, ce qui lui permettait ainsi de gagner du temps en empêchant que des rébellions n'arrivent. Et le fait que le roi se déplace toujours sur Balerion lui permettait également de s'assurer de la loyauté de ses sujets,
Ceux-ci avaient besoin de savoir que le roi existait et qu'il pouvait leur confier leurs problèmes, mais surtout que si l'envie leur prenait de se soulever, ils devraient en subir les conséquences. Chaque lieu où se rendait Aegon était ainsi propice aux doléances, que ce soit dans un donjon ou simplement sous un arbre dans un champ. Le roi était d'ailleurs toujours accompagné de 6 mestres qui lui permettaient de se tenir informé des us et coutumes de chaque région et de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes les plus pointus. Au-delà de ça, la plupart des lois restaient les mêmes qu'auparavant. La première qu'Aegon vient tout de même instaurer est la paix du roi. Désormais, quiconque déciderait d'entrer en guerre sans l'aval du trône serait dès lors déclaré comme rebelle et ennemi du trône de fer. Logiquement, Aegon se charge également de promulguer tout un tas de décrets concernant les droits de douane et des autres taxes à travers tout le royaume. Et bien qu'il ne soit pas un homme particulièrement pieux, en témoigne son double mariage avec ses propres sœurs, Aegon s'acharne de tout temps à être dans les bons papiers du grand septon, en l'exemptant lui et les siens de toute forme de taxes. Concernant Port-Réal et son domaine, les 3 grandes collines prennent le nom de leurs différents souverains, à savoir Aegon, Rhaenys et enfin Visenya. Un nouveau donjon est élevé, des écuries font également leur apparition, et à partir de là, la jeune cité ne fait que croître, car 10 ans après la conquête, cela devient une véritable ville, et 15 ans plus tard encore, on pouvait dire d'elle qu'elle était d'ores et déjà devenue la 3e cité du royaume, derrière Port-Lannis et Ville-Vieille. Cependant, contrairement à elle, Port-Réal ne disposait pas de remparts, car elle n'en avait pas besoin, disait-on. Mais après la mort de Rhaenys et les attaques de pirates qui survenaient de plus en plus au large, Aegon finit par changer d'avis. De la même manière, alors que le roi ne pensait jamais avoir à craindre pour sa vie, il est quand même pris pour cible et après avoir été sauvé de justesse d'une tentative d'assassinat, sa sœur Visenya finit par le convaincre de s'entourer d'une garde royale, une garde qui serait composée des meilleurs chevaliers du royaume, quelles que soient leurs origines. C'est ainsi que naît la garde royale, dont les vœux sont calqués sur ceux de la garde de nuit et dont le premier lord commandant était nommé Corlys Velaryon. Après avoir eu la chance d'obtenir un fils avec chacune de ses épouses, Aegon finit par mourir d'une attaque cardiaque 37 ans après avoir conquis les 7 couronnes de Westeros. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis et de vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, notamment sur Tipeee, et qui me permettent de prendre autant de temps pour vous proposer toujours plus de contenu que j'espère être de qualité. Bref, sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao.